Bonsoir, on va commencer. Alors merci d'être venu. En fait, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et c'est cool. Enfin, pour une conférence, en tout cas, à Sciences Po, c'est cool. Donc je vais introduire un petit peu la conférence de ce soir, je vais être assez bref. Déjà pour vous dire je vais vous présenter en fait notre Labo Jeune, ce que c'est qu'un Labo Jeune, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas familiers à ce genre de structure. Je vais essayer de vous expliquer vraiment très globalement et schématiquement les enjeux intellectuels qu'on porte dans notre Labo Jeune, les problématiques de la cycle de conférence d'aujourd'hui, qui s'intitule Agir et décrire. Voilà. Donc un Labo Jeune, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une structure de recherche temporaire. Nous, on a un Labo Jeune sur 2 ans, donc 2015-2017, qui rassemble un groupe de doctorants afin de mener des projets de recherche pluridisciplinaires en lien direct ou indirect avec nos problématiques de recherche. En tant que doctorant, donc problématique de recherche, nos thèses en gros. Nous, notre Labo Jeune donc, s'appelle APP, donc c'est Sociologie, Philosophie de l'action, des pratiques et des publics. Et donc on a voulu orienter notre réflexion sur les personnalités qui ont décidé de lier un travail de recherche, des actions politiques, des terrains et des interventions dans la sphère publique qui se placent un petit peu en marge en fait, du système classique universitaire de recherche. Donc les principaux questionnements que nous, on a dans notre Labo Jeune et que je vais présenter maintenant, c'est finalement, est-ce qu'il y a un parcours spécifique, des événements ou des enjeux éthiques qui sont liés à l'engagement du chercheur? Quels sont les enjeux épistémologiques qui sont mis en lien dans les différentes conceptions intellectuelles des gens qui sont un petit peu en marge du système universitaire, c'est-à-dire comment est-ce que se combine finalement un engagement politique et un engagement intellectuel de recherche. Enfin, la troisième grande question, et encore une fois c'est très schématique, c'est savoir comment est-ce que l'engagement intellectuel il permet de former de nouvelles relations avec la sphère publique et politique. Donc avec le cycle de conférences dont la première est aujourd'hui, qui est Agir et décrire, le laboratoire de recherche, on a voulu s'interroger sur les frontières de la recherche en sciences sociales, en philosophie et dans les arts. On a voulu se poser la question de l'exploration des nouvelles formes de vulgarisation et de contact avec la vulgarisation et de contact avec le public. On a voulu aussi poser la question des enjeux politiques et matériels de l'innovation intellectuelle. Et enfin, poser aussi la question de la réappropriation par les publics directement concernés par les études qui sont faites par les chercheurs qu'on voudrait inviter et qu'on espère recevoir. Donc on est très heureux, toute l'équipe du Labo Jeune, dont je suis responsable, avec Lionel et Constance. Où est-ce qu'elle s'est mise, Constance? Qui est juste là. Lève-toi, Constance. Donc on est très heureux de recevoir Geoffroy de Laganerie. Donc merci à toi, pour inaugurer le cycle de conférences Agir et décrire. Donc le cycle, donc aujourd'hui, on l'a porté sur quel engagement intellectuel, la conférence d'aujourd'hui porte sur quel engagement intellectuel pour demain. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez prendre votre pied à écouter Geoffroy parler. J'espère que ce sera un bon moment de réflexion et un bon moment humain. Je vous remercie, belle soirée à vous. Donc merci Thibaut d'avoir fait cette présentation. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc Geoffroy de Laganerie, il est agrégé en philosophie, docteur en sociologie. Il a déjà publié 6 ouvrages qui portent sur des questions de philosophie politique, d'épistémologie et également qui portent sur la sociologie des intellectuels. Alors nous, on a eu envie de l'inviter parce que, notamment le 27 septembre 2015, il publiait avec Édouard Louis un manifeste pour une contre-offensive intellectuelle et politique, où il essayait de poser des nouveaux principes pour essayer de reprendre le champ médiatique face à des figures réactionnaires. Et puis il y a eu un deuxième texte en février 2016, pour sortir de notre impuissance, où de la même façon tu voulais inciter à inventer de nouveaux modes d'action, ne plus laisser l'État fixer les termes des débats, imposer de nouveaux rythmes, attaquer là où on ne s'y attend pas. Donc c'était notamment par rapport à ces 2 textes, c'était aussi, en tout cas moi personnellement, par rapport au livre Logique de la création, que j'ai découvert lors de ma première année de thèse et que j'aurais voulu découvrir plus tôt d'ailleurs. C'est un livre en fait personnellement qui m'a permis de mettre des mots sur des problèmes que je pressentais en rentrant dans le monde de la recherche.
qui m'a permis de saisir un décalage que je vivais entre ce que moi, comme jeune doctorant, je voulais construire, explorer, créer, et une peur, donc la peur de me trouver enfermé, des incitations à laisser tomber ma curiosité, à tomber dans l'inanité et à tomber aussi dans une compétition stérile avec mes collègues de recherche. Il y avait ça, il y avait l'art de la révolte et la dernière leçon de Michel Foucault qui m'ont aussi permis de voir qui répondait en fait à des intuitions. Donc c'était une mise en mots d'intuitions comme la nécessité de construire une critique progressiste du néolibéralisme et aussi de penser et de multiplier des nouveaux cadres d'action politique et notamment de revoir les questions de la fuite et de l'anonymat, donc comme tu l'as fait dans l'art de la révolte. Donc pour toutes ces raisons, on a eu envie de proposer à Geoffroy de Laganerie de venir s'exprimer ici et donc de nous aider à esquisser ce que serait l'engagement intellectuel de demain. Donc maintenant, je te laisse la parole, c'est à toi. Mais bonjour à tous, je suis très content d'être ici et je remercie vraiment beaucoup Thibaut, Constance et Lionel pour déjà créer ce laboratoire, des nouveaux espaces comme ça de débat et puis pour m'avoir invité. Alors voilà, j'ai prévu un texte d'une quarantaine de minutes sur la question des rapports entre recherche, politique et engagement. C'est un nouveau texte, donc c'est un peu expérimental pour moi et j'espère que ça vous intéressera. Alors, je voudrais ici réfléchir sur l'engagement, la politique et la connaissance. Mon objectif est essayer d'aller le plus loin possible dans l'exploration de ces questions, y compris et surtout pour aborder les problèmes avec lesquels nous sommes mal à l'aise. Il me semble en effet que la question de la politique, des rapports entre politique et connaissance, de l'engagement ou encore du sens de l'activité intellectuelle forme un lieu critique. Il y a là des enjeux très importants à affronter, mais si importants que bien souvent nous évitons de les poser directement, parce que les réponses risqueraient de mettre en question la valeur de ce que nous faisons, nos habitudes, nos croyances, et nous préférons continuer à faire ce que nous faisons, à suivre les habitudes, en essayant de nous cacher la vérité plutôt que de nous transformer. Selon moi, la question de l'engagement, de la recherche ou du sens de la connaissance n'est pas d'abord un problème épistémologique ou méthodologique qui renverrait au problème classique des rapports entre science et politique, vérité et opinion, faits et normes, etc. C'est d'abord, vous l'avez dit, une question éthique. Je voudrais insister sur le fait d'abord que, pour moi, théoriquement, abstraitement, personne n'est jamais obligé de s'engager dans les affaires du monde, de faire de la politique ou de se battre. Personnellement, je n'ai jamais aimé les injonctions à la mobilisation ou au courage, à l'engagement, ou la critique de la lâcheté ou de l'apathie de ceux qui ne s'engagent pas, tel qu'on peut parfois le trouver dans les écrits politiques ou dans les textes militants. Parce que naître, c'est être jeté au monde arbitrairement quelque part, parce que vivre, c'est très largement, pour des raisons contingentes, se retrouver ici ou là, nous n'avons pas d'obligation éthique à nous engager, à nous mettre en danger lorsque nous sommes en désaccord avec le monde tel qu'il va, ou avec les systèmes qui s'y mettent en place. Nous n'avons pas choisi notre lieu de naissance, nous n'avons pas choisi notre date de naissance, nous n'avons pas choisi d'être là où nous sommes, de voir ce que nous voyons, en sorte qu'il n'y a aucune obligation morale à s'engager ou à souffrir à cause des décisions nocives que prennent les autres et notamment les gouvernants. En revanche, sitôt que l'on écrit, sitôt que l'on prend la décision de publier, de chercher, alors c'est qu'on a décidé plus ou moins volontairement et plus ou moins consciemment de faire circuler des discours et donc de contribuer à façonner le cours du monde. À ce moment-là, nous avons choisi de nous engager. Nous sommes engagés dans quelque chose. Dès lors, nous ne pouvons plus reculer et nier la dimension politique de notre action. La question à laquelle nous devons donc faire face est celle de savoir comment nous devons faire de la recherche. Quelles sont les manières légitimes et pertinentes d'écrire, de penser, de publier et de lutter dans l'espace public et politique. Si je dis que le problème des rapports entre science et politique est d'abord un problème éthique, c'est parce qu'il me semble que répondre à ces questions suppose de partir d'un constat qui doit nous interpeller et que nous devons toujours avoir en tête. Le monde social est injuste. Il est traversé par des systèmes de domination, d'exploitation, de pouvoir, qui doivent être mis en crise et qui doivent être transformés. Si l'on décide de s'inscrire dans le monde de la recherche, si l'on décide de s'engager, la question de la forme de son activité ne peut que se déterminer par rapport à cet horizon. C'est donc une question éthique.
il faut se poser la question de savoir quel type de recherche est susceptible de transformer le monde, de diminuer la quantité générale de violence qui circule, et comment faire en sorte que la recherche dans laquelle on s'engage puisse agir sur le monde dans un sens positif. Judith Butler a publié il y a quelques mois un texte qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?» Elle reprend le problème posé par Adorno, qui consiste à se demander comment nous devons faire pour vivre une vie éthique dans un monde injuste, marqué par les inégalités et l'exploitation. La question de l'éthique, dit Adorno, c'est la question « comment vivre une vie bonne dans une vie mauvaise ?» Au fond, je dirais que la question de la recherche doit se poser exactement dans les mêmes termes. C'est cette question que je voudrais poser ici. Qu'est-ce que vivre une bonne vie intellectuelle ou une bonne vie de chercheur dans un monde mauvais ? En d'autres termes, à partir du moment où nous décidons d'écrire, nous ne pouvons pas ne pas faire du souci politique le point de départ d'une interrogation sur le sens de ce que nous faisons, sur les raisons pour lesquelles nous le faisons, sur les formes que nous adoptons, et même sur les raisons pour lesquelles il faudrait en faire. En d'autres termes, les questions ne sont jamais d'abord épistémologiques ou méthodologiques, même si elles prendront nécessairement cette forme à un moment donné. La question que nous devons poser est « est-ce que notre activité contribue à l'élaboration d'un monde meilleur ?» Ou est-ce que avec notre activité, nous participons de la reproduction du système ? J'ai bien conscience qu'en érigeant en point de départ ces questions, on peut avoir l'impression que je mets en question la valeur de la connaissance en tant que telle, l'autonomie de la recherche, la valeur de la recherche et du désintéressement, et que j'essaye de soumettre les activités symboliques à un raisonnement instrumental qui nuit à leur autonomie. Et je reviendrai sur ces objections très importantes un tout petit peu plus tard. Mais d'abord, je voudrais insister sur un point. Dire que s'engager dans la recherche impose de se confronter à une question éthique signifie que l'on ne doit jamais se donner comme données les formes instituées de l'activité savante, les reprendre à notre compte et se demander seulement ensuite, dans un second temps, comment participer à la transformation du monde. Il faut inverser la façon dont on se pose la question. Nous devons partir du souci éthique pour définir la forme que prendra son activité scientifique ou philosophique. Il ne faut pas partir du monde de la recherche et des institutions scientifiques telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui et se demander à partir de là comment je peux m'engager. Il faut partir de l'exigence de produire une connaissance émancipatrice pour se demander à partir de là quelle conception de la recherche, quelle conception de l'université doivent en découler. La question de la politique ne doit pas arriver dans un second temps, comme le fait croire la rhétorique traditionnelle de l'opposition entre science et politique, mais au point de départ de toutes nos préoccupations. On trouve chez les théoriciens de l'école de Francfort des analyses très importantes sur ce sujet. Ils insistent sur le fait que si nous ne soumettons pas l'institution scientifique à une critique politique, alors nous reprenons à notre compte les formes de la science telles qu'elles ont été construites par le système, et donc nous participons de la reproduction de ce système. Max Horkheimer va même assez loin en affirmant que toute l'architecture conceptuelle qui rejette la pertinence de la critique politique de la science au nom de l'autonomie de celle-ci, et qui prétend ainsi ne poser que des questions épistémologiques et scientifiques, a en fait pour fonction de ne pas affronter le malaise que l'on éprouve nécessairement lorsque l'on est chercheur et que l'on doit se demander à quoi sert ce que je fais. Est-ce de la perte de temps ? Ne faudrait-il pas lutter plutôt qu'écrire ? Horkheimer critique ainsi ce qu'il appelle la pensée théorique traditionnelle, et il vise Max Weber, qui considère l'utilisation pratique des systèmes conceptuels comme des facteurs qui lui sont extérieurs. Pour lui, le geste qui consiste à opposer la valeur et la recherche, le savoir et l'agir, etc., est une opération, dit-il, de dessaisissement qui a pour fonction d'éviter au savant d'éprouver les contradictions inhérentes à sa position. Mais il ne s'agit pas seulement d'un problème psychologique, c'est un problème politique. Pour Horkheimer, la profession du savant, dit-il, je le cite, c'est le combat politique, dont la pensée est l'un des facteurs, et non la pensée en tant qu'activité indépendante et qui pourrait être isolée du combat. Parce que nous vivons dans un monde injuste, critiquable, inégalitaire, il n'y a plus de neutralité possible. En sorte que le chercheur qui se réfugierait dans une idée de neutralité et qui ne se demanderait pas quelle forme doit prendre sa recherche s'il veut participer à un monde moins inégalitaire, renoncerait en fait à la possibilité d'une vivre une vie éthique. Horkheimer écrit, une science qui, s'imaginant être autonome, considère qu'il n'est nullement de son ressort de modeler la praxis dont elle fait partie, c'est déjà de ce seul fait détourner des vraies valeurs humaines. Adorno exprimera le même point de vue. Il y a, dit-il, dans l'éthique du désengagement, dans la recherche d'une pureté scientifique,
Dans l'adhésion à l'idée d'une science coupée de la politique, quelque chose de non éthique, qui est-il une éthique de la collaboration? Quand le chercheur ou l'intellectuel croit à un savoir autonome, planant au-dessus des contingences, quand il refuse l'importance de sa discipline pour la société et le fait qu'elle exerce une influence sur son travail, il se condamne, dit Adorno, à épouser une pratique scientifique qui fait partie de la production du système. Par conséquent, il accepte que sa théorie ne soit qu'un des rouages d'un mécanisme qui se trouve déjà en mouvement. Adorno écrit « Dans une société fausse, qui va à l'encontre des intérêts de ses membres, toute connaissance qui se soumet aux règles figées de la science de cette société participe de sa fausseté. » Les formulations d'Adorno et d'Horkheimer incarnent pour moi le point de départ nécessaire de toute vie de recherche éthique. Comment devons-nous faire pour ne pas participer de la fausseté du monde? Comment ne pas collaborer à l'injustice? Quelle forme le travail intellectuel ou savant doit-il prendre pour contribuer à modeler une pratique progressiste? Ce qui veut dire reposer la question « à quoi sert la recherche ?» Ou mieux, quelle recherche sert et quelle recherche est inutile et complice du système? Est-il plus utile d'écrire ou de se battre dans la rue? La question de la politique ne se pose pas ex post, une fois que l'on est en train d'écrire. Elle doit intervenir ex ante. Et à bien des égards, la focalisation sur les problèmes épistémologiques est une façon de ne pas poser ces questions, d'y répondre en déniant l'importance et l'intérêt, c'est-à-dire d'accepter de produire une science complice du système. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut soumettre à la critique la catégorie d'engagement, à la fois pour ce qu'elle présuppose et pour la façon dont on tend à travers elle à poser les problèmes. D'une part, la catégorie d'engagement présuppose une frontière entre l'espace du savoir et l'espace de la politique. On engage toujours quelque chose quelque part. Par conséquent, la notion d'engagement suppose la frontière entre la connaissance et la politique, alors que tout l'enjeu pour la démarche critique est d'affirmer le caractère déstabilisateur de notre connaissance réelle du monde social, en sorte qu'il n'y a pas d'engagement, puisque la politique est toujours déjà là. Autrement dit, la catégorie d'engagement n'est pas contradictoire avec l'idée ou l'aspiration de neutralité axiologique. Elle est solidaire de celle-ci, puisqu'elle suppose la coupure entre l'ordre de la science et l'ordre de la politique, et propose juste une façon d'articuler ces deux registres. Personnellement, je préfère le mot critique au mot engagé, puisque celui-ci renvoie à des démarches et des œuvres qui se sont toujours situées au-delà, voire indifféremment, de cette frontière purement artificielle. Il y a une autre raison pour laquelle je me méfie du mot engagement. Lorsqu'on réfléchit sur l'engagement, on a tendance à construire l'engagement comme le problème, comme l'action qu'il faut expliquer ou qu'il faut justifier. Ce qui fait que, implicitement, on en vient à poser le désengagement, ou bien comme ce qui est évident, ou bien comme la position de référence, ou bien comme ce qui n'appelle pas d'explication. Or, s'il est vrai que lorsque nous décidons d'écrire, nous nous engageons, puisque nous participons à la production des discours qui façonnent la connaissance du monde, alors en fait, l'activité la plus mystérieuse est en fait le désengagement, le dessaisissement, la neutralisation. On sait que de Marx à Bourdieu, l'une des ruptures qui a été accomplie dans la théorie de la révolution a consisté à dire que ce qui est mystérieux n'est pas l'existence de troubles ou de révolutions, mais l'absence d'un plus grand nombre de révoltes, de cris, de protestations. Pourquoi y a-t-il de la soumission plutôt que de la rébellion? C'est la même question qu'il faut poser quand on réfléchit sur l'écriture scientifique ou littéraire. Ce qui est mystérieux, c'est le désengagement. C'est l'idée de neutralité, voire même l'aspiration à une sorte de neutralité. Pourquoi tant de gens s'acharnent-ils à construire une théorie de la neutralité? Pourquoi y a-t-il des chercheurs qui prétendent ne pas être engagés, c'est-à-dire qui au fond se désengagent? À quoi sert la mystique de la connaissance pure, de l'autonomie de la recherche pour la recherche? Ce sont ces attitudes dénégatrices qui sont mystérieuses, et non le fait que des auteurs s'engagent et se battent contre le monde tel qu'il est, et considèrent que leur savoir fait partie de cette bataille. J'ai bien conscience que sitôt qu'on adresse à la science des questions éthiques ou politiques, que l'on fait comparaître la science devant la société, et que l'on dit la nécessité de déterminer la forme de l'activité de connaissance en regard d'enjeux politiques, on rencontre immédiatement l'objection selon laquelle, par cette attitude, on tend à soumettre l'activité scientifique à des impératifs politiques, à nier l'autonomie de la production symbolique par rapport aux exigences pratiques, et donc à mettre en danger la valeur intrinsèque du savoir, de la connaissance ou même de l'art. Je crois que cette question est celle avec laquelle nous sommes le plus mal à l'aise.
Je ne savais pas qu'on me voyait. C'est souvent au cédant aux accusations de populisme ou de lysenkisme que l'on ne va pas au bout d'une critique politique des pratiques symboliques. Mettre en question la valeur intrinsèque du savoir en tant que tel, s'interroger sur le sens de la recherche, sur la nécessité de nos recherches, de toute cette production académique, apparaît comme une question imposable, ou même une question dangereuse. Mais au fond, je ne vois pas pourquoi ces questions seraient dénuées de sens. Et l'accusation de populisme me semble en fait servir à empêcher d'aller au bout de ce que l'éthique commande. Personnellement, je ne suis pas du tout mal à l'aise avec ces objections, et je pense qu'on peut se poser les questions franchement et directement. Et ainsi, je voudrais, sur ces points précis, affirmer 3 points. D'abord, je crois qu'une évaluation éthique et politique, et non seulement interne des biens symboliques, est légitime et défendable. J'avais été très sensible à un argument qu'a formulé Édouard Louis à propos de Michel Houellebecq. Beaucoup de gens avançaient en effet pour défendre Houellebecq que certes il y a du racisme et de l'islamophobie dans son livre, mais tout de même, quel style, quelle invention formelle. Édouard Louis a répondu que cet argument n'était pas supportable et que l'on pouvait faire une sorte de calcul coût-avantage. Est-ce que véritablement une belle phrase vaut plus de racisme ? Est-ce que le coût d'un livre raciste est rattrapé par l'avantage d'un style formel qui plaît ? Et par conséquent, ne peut-on pas rationnellement mettre en question l'idéologie littéraire de la forme et de l'écriture ? Étant donné le monde tel qu'il est, le racisme vaut-il une belle phrase ? Édouard disait « Je ne prétends pas qu'on ne peut pas écrire de belles choses, de beaux passages dans un roman raciste, je dis que ça ne suffit pas. Et même qu'au regard de ce que cela peut produire de violence, ça n'en vaut pas le prix. » Je pense que cette analyse est très belle et qu'elle est transposable au domaine de la recherche sociologique, philosophique et théorique. Pas seulement du point de vue de l'évaluation des produits, mais aussi du point de vue de la production des produits eux-mêmes. En gros, il est tout à fait légitime de nous demander, lorsque nous nous mettons dans un projet de recherche, est-ce que ça vaut le coup ? À quoi ça sert ? Quel est le but de tous les efforts que je vais consentir ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Ou est-ce que cela va s'inscrire dans ce que Foucault appelait la grande confrérie de l'érudition inutile ? Je pense que ces questions sont loin d'être illégitimes et que trop souvent, nous nous laissons aller à l'habitude. Pour ne pas les poser, nous nous réfugions dans une croyance dans l'importance de la science en tant que telle, au lieu de prendre au sérieux ses préoccupations et de voir ce qu'elles devraient changer. Il y a quelques années, Peter Sloterdijk parlait de ce qu'il appelait le pacte de non-lecture dans l'université contemporaine. Il disait « Aucun universitaire ne le niera. Il est temps de compléter la théorie du lecteur implicite par celle du non-lecteur implicite. On devrait avoir à peu près rendu compte de la situation contemporaine en partant de l'idée qu'entre 98 et 99% de toutes les productions des textes issus d'universités sont rédigés dans l'attente d'une non-lecture partielle ou totale de ces textes. Il n'est pas populiste de poser ces questions. Par contre, il est non éthique de refuser de le faire. À quoi sert d'écrire des rapports, des articles, de passer des mois, des années de travail sur des textes qui ne seront potentiellement lus par personne ? Est-ce une bonne vie éthique ? Personnellement, je ne le crois pas. Et je ne crois pas du tout qu'il en aille de la science ou du progrès de la connaissance qu'il en aille ainsi. En d'autres termes, il est tout à fait légitime d'incorporer dans nos choix d'objets, de préoccupations, de formes d'écriture, de publication, la préoccupation de faire quelque chose dont les gains en valent les coûts. Sinon, ce n'est pas que nous ne faisons rien, c'est que nous produisons des textes qui s'intègrent dans le système déjà constitué, qui n'ont pas d'effet et qui sont donc complices de la reproduction du monde injuste. Le deuxième point que je veux affirmer, c'est que l'autonomie de la science ou de la culture n'est pas la fin de l'histoire. L'un des arguments essentiels opposés lorsqu'on réfléchit au rapport entre éthique et recherche, c'est évidemment l'idée d'autonomie de la science ou de l'art, et l'idée selon laquelle le progrès, pour les champs de production symbolique, a consisté à conquérir une sorte d'autoréférentialité et l'évacuation de tout critère d'évaluation externe en termes de contenu ou d'utilité. C'est l'idée d'art pour l'art, de science pour la science. Bourdieu a fortement érigé dans ses travaux, les règles de l'art, sciences de la science et réflexivité, l'idée d'autonomie comme étant en fait la norme qui devrait petit à petit s'imposer avec le temps et vers lequel devraient tendre les champs au cours de leur histoire. L'histoire d'un champ, ce serait la conquête de son autonomie. La réflexion politique sur l'utilité de la science, l'interrogation sur son rapport à un projet émancipateur ou non, serait dès lors au mieux inutile, au pire dangereux et régressif.
Nous sommes tous très marqués par cette conception. Mais dans un ouvrage qu'il est en train de terminer, Ronan de Caland essaye de montrer comment cette conception des champs littéraires et scientifiques doit être analysée comme un moment historique et non pas comme une norme épistémologique. L'autonomie est une conception que certaines fractions des champs de production culturelle ont réussi à imposer à un moment donné contre d'autres, tout aussi légitime, peut-être même plus aujourd'hui, et par conséquent nous ne devons pas y voir la fin de l'histoire. Il est tout à fait sensé d'inventer d'autres façons de concevoir la littérature, la philosophie ou la science sociale, et l'idée d'autonomie scientifique, l'idée de l'art pour l'art, de la science pour la science, peut très bien être retravaillée, critiquée, et regardée comme critiquable, réagencée. Il y a différentes conceptions possibles de l'activité savante qui peuvent avoir des sens subversifs ou conservateurs à des moments donnés, et la science sociale critique a le droit d'être une critique du dispositif de la connaissance pure, de la connaissance pour la connaissance ou de la valeur intrinsèque du savoir. En développant ses analyses sur les différentes doctrines de la science et de la littérature, Ronan de Caland en vient finalement à affirmer, je cite, que l'autonomie littéraire ou scientifique n'est pas le plus haut degré de réflexivité de la littérature ou de la science. Au contraire, c'est une forme de représentation, dit-il, très peu élaborée. Au fond, cette représentation, dit-il, vise à échapper aux contradictions contenues dans les positions de classe des producteurs et à en dénier l'importance pour la pratique. Ronan de Caland cite Sartre, qui lie le développement d'idéologie de l'art pour l'art ou de la science pour la science à l'essor du capitalisme. Sartre écrit « Au profit pour le profit correspondent la science pour la science et l'art pour l'art. Car au fond, aucun capitaliste un peu éduqué ne peut souhaiter autre chose qu'une théorie de l'art pour l'art et une théorie de la science pour la science, qui garantit l'innocuité de ces activités autrement subversives. » Tout un ensemble d'auteurs essaye aujourd'hui de proposer d'autres façons de se rapporter à la littérature et à l'art que selon les critères de la forme et de la pureté. Dans un recueil de textes qui s'intitule « Exister par deux fois », Pierre Bergogneau affirme ainsi la possibilité d'une lecture politique de la littérature comme critère d'évaluation. Il dit « C'est à l'égalité que je rapporte toute chose ». Et il ajoute ainsi qu'il y a deux conceptions de la littérature possibles. Ou bien la littérature est révélatrice, libératrice, et alors, dit-il, elle mérite que nous lui consacrions le meilleur de nos soins. Ou alors, dit-il, elle est un divertissement, même de qualité, même agréable, auquel on sacrifie un instant, avant de s'en retourner intact aux affaires courantes. Et alors, dit Bergogneau, elle peut bien périr sans que je lève le petit doigt. Personnellement, je dirais qu'il est tout à fait légitime d'adopter la même attitude pour les sciences humaines et sociales. Devant un livre, devant un article, devant un projet de recherche, il y a du sens à se poser la question, ce travail contribue-t-il à plus d'égalité? Ou ne constitue-t-il qu'un jeu scientifique, un divertissement, quelque chose qui ne sert à rien et qui donc en fait sert à la perpétuation du monde et gaspille des ressources que l'on pourrait utiliser à meilleur escient? Enfin, la troisième idée qu'il me semble important de souligner est qu'il n'est pas impossible de réconcilier vie intellectuelle, éthique et recherche de la vérité. Il est tout à fait possible de concevoir une pratique des sciences sociales qui soit en même temps une pratique de connaissance et une pratique critique. Je voudrais même essayer de vous dire que connaître le monde social et le critiquer sont une seule et même chose, en sorte qu'une connaissance qui ne se définit pas comme critique ne constituera pas en fait une connaissance du système, mais un savoir interne à celui-ci et compatible avec sa perpétuation. Dès que l'on s'interroge sur l'éthique de la science, une question surgit en effet qui est de savoir si on ne risque pas de produire des recherches moins vraies, moins sérieuses, parce qu'elles seraient guidées par un impératif idéologique ou politique. Lier l'activité scientifique à une éthique politique ne ferait-il pas courir le risque de la distorsion, du mensonge, de la manipulation, de l'incantation idéologique? Alors, dans mon dernier livre qui s'intitule « Juger », j'essaie de montrer pourquoi il n'y a aucune contradiction entre la recherche de la vérité et la critique politique, à condition de comprendre d'une manière renouvelée le fonctionnement du pouvoir d'une part et ce que veut dire faire de la sociologie d'autre part. En d'autres termes, l'éthique doit nous amener à penser autrement notre idée des sciences sociales. La question qui se pose en effet, que je me pose en effet, dans l'introduction de ce livre, c'est qu'est-ce que c'est faire une sociologie de l'état pénal? Et selon moi, comprendre la manière dont fonctionne l'état pénal ne saurait se réduire à décrire ces opérations. Bien sûr, il s'agit de les décrire. Mais la description est intrinsèquement critique parce que ce que je propose, c'est que faire une sociologie de l'État doit consister à confronter l'État au savoir sociologique. Il s'agit pour moi de mettre en évidence l'écart entre ce que la sociologie dit et la façon dont l'état pénal nous traite. Objectiver les cadres de la répression et de la pénalité, leur nature, leur fonction,
c'est révéler à quel point ils sont fictifs par rapport à la connaissance du monde social que nous avons. En d'autres termes, objectiver l'état pénal, c'est mettre en évidence les effets répressifs qu'il produit en tant qu'il manipule des catégories mensongères par rapport à la vérité du monde social. Comprendre, connaître et critiquer l'état pénal, c'est une seule et même chose, puisque c'est à chaque fois mettre en évidence les effets négatifs du fonctionnement des institutions. On peut rapprocher la conception que je propose ici de ce que voulait faire la sociologie de l'école de Bourdieu. Que signifie en effet pour Bourdieu faire l'analyse du système scolaire ? Bourdieu ne se contente pas de décrire l'institution scolaire et ce qu'elle fait. Au contraire, sa démarche est fondée sur l'idée de confronter l'école à la sociologie. Le savoir sociologique montre la distribution différentielle des aptitudes culturelles. Or, l'école nie ces différences et traite de façon égale et indifférenciée les élèves. La fonction reproductrice et conservatrice de l'école se révèle précisément par le fait qu'elle ignore la vérité sociologique du monde. Pour le dire de façon plus générale, il n'y a pas de contradiction entre la recherche de la vérité et l'action politique émancipatrice, à condition que l'on se donne une théorie de la vérité et une représentation du pouvoir comme répressif. Ce qui est violent dans une société, c'est l'écart entre la façon dont nous sommes traités et ce que nous sommes. C'est l'écart entre la façon dont on parle de nous et ce que nous vivons. C'est cet écart-là qui produit de la violence. Connaître le monde social, c'est objectiver cet écart, et c'est donc eo ipso révéler les effets et l'existence de la violence et de la répression. Cette manière de problématiser le monde est importante, car elle permet de montrer que, contrairement à ce qu'on dit parfois, la critique du monde ne dépend pas de valeurs morales ou subjectives propres aux chercheurs, et qui devrait donc être exclue de la science. Au contraire, la répression, ou ce qu'Adorno appelle la fausseté du monde, sont des réalités objectives et objectivables. Lorsqu'on problématise le monde comme j'essaie de le présenter ici, on met en évidence l'écart entre la réalité des vies et des trajectoires d'un côté et la manière dont ces vies sont traitées par le pouvoir et les institutions scolaires, judiciaires, économiques de l'autre. Ces deux réalités, vie, institutions, sont objectivables, l'écart lui-même est objectivable, et par conséquent, en objectivant cet écart, on peut matérialiser scientifiquement l'existence du fait que quelque chose ne va pas dans le monde et que les gens sont maltraités. Je ne dis pas nécessairement qu'il n'y a que cette démarche-là sociologique qui permet de produire des connaissances critiques. Je ne dis pas nécessairement que tous les auteurs critiques procèdent ainsi, par exemple Marx, encore que. Mais Deleuze et Guattari, par exemple, dans leur critique de la psychanalyse, oui. Par contre, j'insiste sur le fait que la conception de la pratique dont je parle ici s'oppose à celle qui fut défendue par Durkheim notamment, et qui consiste à poser l'existence d'une distinction entre la connaissance et l'intervention, et ensuite à essayer d'articuler ces dimensions en affirmant que la connaissance fournit des instruments pour transformer le monde. Cette vision tente à maintenir l'idée d'une connaissance neutre, non critique, dont le caractère pratique n'arriverait que dans un second temps. Selon moi, poser la question des rapports entre science et action, connaissance et politique, suppose en fait d'avoir dépolitisé le savoir sociologique et les actions que produit l'objectivation sociale. En fait, on ne peut se poser la question des rapports entre sciences sociales et politiques qu'après avoir dépolitisé les sciences sociales. Or, la sociologie telle que je la conçois est un savoir immédiatement critique. Elle se définit comme une critique des idéologies et des institutions. Objectiver le monde social, je dirais, c'est objectiver ce qui ne va pas dans le monde et pourquoi. Connaître, c'est révéler les failles de la société, ses problèmes, ses faussetés, ses mensonges. Objectiver le marché chez Marx, c'est montrer comment ce qui se présente comme un échange libre entre égaux constitue en fait de l'exploitation. Faire la sociologie du système scolaire chez Bourdieu, c'est critiquer l'idéologie du don et montrer comment il y a de la reproduction, là où l'on croit voir de la méritocratie. Analyser le système du jugement et de la répression, c'est montrer le caractère répressif et violent des catégories de l'appareil pénal qui se présentent comme un lieu de la neutralité et de la rationalité. En d'autres termes, plus on connaît le monde, plus on déploie un regard sociologique, plus on est amené à mettre en question le fonctionnement du monde. En un sens, je dirais que la vérité du monde, c'est sa fausseté. C'est la raison pour laquelle il faut inverser la perception traditionnelle et comprendre que, dans le couple neutralité axiologique critique, c'est le désengagement du premier terme qui est hétéronome, qui revient à contaminer le savoir par une politique conservatrice en le bloquant, en le stoppant, quand c'est la position critique qui est autonome et fidèle à l'idée de savoir.
Il me semble qu'on a vu récemment cette question-là à propos du thème des rapports entre explication et excuse sociologique. On sait en effet qu'il existe tout un ensemble d'offensives conservatrices qui s'en prennent aux sciences sociales en affirmant qu'elles excuseraient les individus. Et face à cette critique de l'approche sociologique, la plus grande partie de la profession académique, sauf moi, a adopté une position défensive. De nombreux sociologues ou chercheurs en sciences sociales ont fait un usage dépolitisant de leurs pratiques et de leur savoir, et affirmé ainsi que la tâche de connaître les phénomènes, qui relèverait de la connaissance, ne doit pas être confondue avec une prise de position critique sur les institutions, qui relève de l'engagement, ou que comprendre un système relèverait de la science quand la responsabilité relèverait du droit, en sorte que nous aurions affaire ici à deux mondes différents. Expliquer, ce ne serait pas excuser. Comment peut-on à ce point désamorcer la portée critique de la sociologie ? Il est évident qu'il existe une tension entre la révélation sociologique des déterminations sociales des pratiques et la narration individualisante des actions, en sorte que la sociologie est une pratique immédiatement critique de la façon dont fonctionne le monde judiciaire. Désamorcer cette tension, refuser le mot excuse, dire « la sociologie n'excuse pas », la sociologie laisse les juges faire leur travail, dire « le champ sociologique doit être distingué de l'arène politique » est un geste mutilant. Dire que la sociologie n'excuse pas est aussi absurde que si Bourdieu avait écrit que révéler les déterminations sociales de l'échec scolaire ne remet pas en cause l'idéologie méritocratique et n'empêche pas de dire qu'un pauvre peut être tenu pour responsable de son échec scolaire. De la même façon que la sociologie de l'école se définit comme une critique de l'idéologie méritocratique, la sociologie en général représente un discours critique de tout dispositif d'individualisation des causalités et des responsabilités. En d'autres termes, la sociologie qui pratique une forme d'escapisme dans la neutralité repose sur une attitude défensive et donc hétéronome qui neutralise la portée critique de la sociologie et qui ne va pas au bout, comme le devrait pourtant tout savant, des implications de son savoir. Même si cela doit choquer, réinvestir le mot « excuse » n'est pas seulement, pour moi, une façon de ne pas se laisser intimider par le camp conservateur. C'est aussi faire vivre une éthique intransigeante de la connaissance. S'il existe une tension entre ce que nous montre le savoir sociologique et les institutions telles qu'elles fonctionnent, alors il faut assumer d'aller au bout de cette tension, aller au bout de ce que peut la sociologie, même si cela nous amène à mettre en crise le monde social et des institutions aussi solidement installées que le tribunal. C'est la négation de cette portée déstabilisatrice de la pensée sociologique qui est problématique et pas son affirmation. C'est bon ? J'ai presque terminé. Alors, laissez-moi résumer ce que j'essaye de dire. Je ne dis pas que toute science sociale est nécessairement critique, comme on le dit parfois, et qui est en fait une manière de ne pas se poser la question des conditions pour qu'une science sociale critique existe. Je dis au contraire qu'il existe une possibilité de construire des éthiques critiques, de problématiser le monde de telle manière que connaître rime avec critiquer le monde social. Par conséquent, toute pratique des sciences sociales qui ne s'inscrit pas dans ce projet se définit contre la critique et d'une certaine manière choisit de se désengager et donc de se faire complice de la perpétuation du système. Puisqu'une science critique est possible, toute science sociale qui ne procède pas ainsi se définit contre la critique. Et ce choix de désengager le savoir et de conserver le monde est, dans un monde injuste, un choix non éthique et de collaboration. Dans ce cadre, je pense que l'exigence éthique de mettre en question le monde doit nous amener à interroger la façon dont se pratiquent les sciences sociales dans le milieu académique, et notamment le fait de penser par objet, c'est-à-dire de se donner comme sujet d'analyse des parcelles de la réalité que l'on veut décrire et expliquer, ce que j'ai appelé le mythe du terrain en sciences sociales. Je le dis clairement, je ne pose pas ici la théorie et le terrain, la spécialisation et le général, ce sont là des coupes d'opposition qui me paraissent totalement régressifs et qui ne m'intéressent pas du tout. Par contre, je crois réellement qu'une science sociale critique ne peut être qu'une pensée qui procède par système et par problème, et qui rompt avec l'idée d'études ethnographiques ou statistiques de cas. Très bien. Je sais que c'est difficile de dire cela, car la quasi-totalité de la production académique et de la recherche se fonde sur cette idée de la conception de la recherche. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas une analyse que je postule abstraitement, mais c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé lorsque j'ai écrit mon livre, encore une fois, Jugé. J'essaye d'y dire en effet que l'approche critique est incompatible avec ce que l'on entend par l'ethnographie, le travail de terrain
ou encore l'observation, voire avec un certain usage des statistiques. Ces procédés, qui se présentent comme des moyens d'atteindre la réalité, constituent des obstacles qui empêchent d'atteindre cette réalité, et pas seulement de l'expliquer et de la comprendre, mais tout simplement de la voir. La démarche ethnographique condamne en effet le chercheur à se situer dans l'institution, à adhérer à l'institution et donc à ratifier son sol. L'ethnographie se déploie au sens quasi-spatial à l'intérieur de la construction étatique de la réalité. Se donner à soi-même pour projet de décrire un objet partiel du monde social et préconstruit demande d'avoir renoncé à mettre en œuvre un geste problématisant qui interroge les cadres sédimentés de l'expérience et proposerait de les déconstruire. Par exemple, le système pénal tel que nous le connaissons résulte et fait fonctionner une manière spécifique de répondre aux problèmes de la justice, de définir les concepts de crime, de responsabilité, de jugement, de victime, de répression ou de partie civile. L'activité de jugement, telle qu'elle se déroule tous les jours dans les tribunaux, fait fonctionner un concept de responsabilité, un concept de pénalité, un concept de juge, un concept de justice, un concept de victime, une conception de la peine, etc. Or, précisément, ces concepts ne sont plus en jeu dans un procès. Ils ne sont plus là. Un procès ne peut se tenir que parce que ces questions ont été résolues, que parce que des significations spécifiques ont été données à ces concepts. C'est la manière dont ces concepts ont été définis qui donne sa configuration empirique au procès tel qu'il se livre à l'expérience immédiate. La forme procès constitue la matérialisation de la manière dont une société a répondu aux problèmes inhérents à l'idée de justice et de pénalité et en a déduit une procédure spécifique. Or, ces problèmes, par définition, ne se posent plus au moment du procès. La vision du monde qui se situe au principe de l'institution de la forme procès et qui fait que le procès est ce qu'il est, n'est plus jamais explicité comme tel, conscientisé, thématisé. Tous les acteurs jouent à l'intérieur du cadre légal, politique et juridique posé. Ils débattent en maniant des catégories partagées et à partir d'elles. La tenue d'un procès suppose le consensus des parties sur la construction étatique de la scène judiciaire, sur les concepts sur lesquels repose la scène judiciaire. Dès lors, appréhender de façon critique la réalité de ce système et ce qui se passe sur un tribunal ne saurait consister à aller voir des procès pour raconter ce que l'on perçoit. Car l'observation, ce travail ethnographique, se condamne à s'inscrire à l'intérieur du cadre des interactions tel qu'il a été institutionnellement imposé à un moment donné. Les procédures d'observation se confrontent à une réalité qui tire sa concrétisation empirique de principes de construction qui ne sont par définition plus visibles comme tels ni présentés comme tels. La pensée par cas ne peut donc ni problématiser ni interroger sur lesquels reposent les cas observés et produits comme cas eux-mêmes. Et aucune méthode, ni aucune interprétation, aussi rigoureuse soit-elle, ne peut corriger ce défaut originel et principiel. En un sens, tout se passe comme si entreprendre un travail de terrain revenait à accepter de s'inscrire dans un espace concédé et prédéterminé par l'État, le tribunal tel qu'il est formé, et de ne pas se donner les moyens de mener une investigation sur ce sol, c'est-à-dire de bousculer la construction étatique de la réalité, les concepts de pénalité, de répression, de responsabilité, etc. L'ethnographie est de ce point de vue-là aveugle au questionnement critique. Elle se situe dans l'espace des réponses et rejette les questions dans l'ordre de la spéculation, du normatif, de la philosophie structurelle et déterministe, alors que ces interrogations sur les catégories qui construisent le monde doivent être le point de départ de toute enquête critique. On voit par conséquent qu'indexer la production intellectuelle à la production politique ne conduit pas du tout à déserter le terrain conceptuel ou à diminuer le niveau d'exigence. C'est même tout l'inverse. Ce sont les démarches conservatrices qui n'ont pas besoin de radicalité, puisqu'elles ratifient le monde tel qu'il va et tel qu'il se livre à l'expérience. C'est la description sans concept qui est liée à la conservation du monde. C'est le constat qui ratifie la construction étatique de la réalité. Et d'ailleurs, comme le disait justement Bourdieu, si l'ordre social est si bien défendu, c'est qu'il suffit d'être bête pour le défendre. une phrase très belle de Bourdieu. Bon. À l'inverse, produire une théorie qui ne soit pas complice avec le système nécessite une rupture épistémologique avec nos expériences et avec ce système. L'obsession éthique de ne pas participer de la fausseté du monde doit influencer notre façon de faire. Nous devons construire des études totalisantes qui réfléchissent non pas en termes d'objets, d'études partielles, mais en termes de systèmes et de problèmes,
Comme quand Goffman fait le stigmate et pas tel handicap, comme quand Bourdieu fait la distinction et pas telle pratique alimentaire, comme moi j'essaie de faire le système du jugement et pas tel tribunal. Par conséquent, parce que les systèmes qui pèsent sur nous sont inconscients, et parce que nous sommes produits comme sujets dans ces systèmes, c'est par une rupture avec l'expérience que nous sommes en mesure de produire des savoirs qui ne sont pas complices de systèmes et des pouvoirs, mais qui au contraire peuvent les défier. Il n'y aura donc jamais d'anti-intellectualisme dans une position critique telle que je la défends et dans l'affirmation d'une nécessité d'une éthique politique des sciences, alors qu'il y en a dans ce qui se présente comme des discours pour la neutralité et le désengagement des sciences sociales et de la philosophie. Et je tiens aussi à dire et à insister sur le fait que dire que les sciences sociales doivent se poser la question de leur utilité, dans le moment même de leur fabrication, ne signifie pas du tout récuser la possibilité d'étudier des domaines de savoir qui peuvent sembler lointains, comme le latin, le sanskrit ou la princesse de Clèves. Car au fond, ce que j'essaye de dire, c'est que la portée critique de l'analyse dépend de sa forme, de sa façon dont elle est pensée et agencée. Si l'on pense en termes d'objectivation de ce qui ne va pas, de mise en question du monde, et donc si l'on procède par interrogation, par problème, par totalisation, alors n'importe quel objet peut être amené à avoir un sens dans la démonstration, même ceux qui apparaissent les plus lointains et ardus ou spécialisés. A l'inverse, si l'on pense par objet, par terrain spécifique, par cas, par parcelle de la réalité, on peut faire des études dépolitisantes et complices du système, même si l'on prend la prison, la brigade anticriminalité ou la condition littéraire comme objet. Alors je vais conclure en fait en 5 minutes. Ça. Alors je voudrais maintenant terminer mon propos en abordant la question des conséquences d'une éthique de la recherche sur la conception de la médiation et de la réception des publics et des sens de l'écriture. Au fond, réfléchir sur la pratique intellectuelle et savante du point de vue de ses effets politiques exerce également des conséquences sur notre manière de nous représenter le champ intellectuel et politique, les rapports entre chercheurs et militants, et de nous orienter dans cet espace. La question qui se pose nécessairement à tout individu qui s'engage dans la vie savante est celle de savoir qui sont ses interlocuteurs, pour qui il écrit, de qui il se sent proche et de qui il se sent lointain. Or, ce que je voudrais montrer, c'est que l'incorporation d'une dimension éthique dans la pratique scientifique doit conduire à construire la position du chercheur dans le monde d'une manière différente de celle que construit le dispositif académique traditionnel. En d'autres termes, on ne peut pas être d'accord avec ce que je dis ici aujourd'hui sur le statut critique de la connaissance sans en tirer les conséquences institutionnelles. La forme discipline représente la manière académique d'organiser la vie de chercheur. Elle construit un espace d'interlocution qui présuppose que les interlocuteurs naturels et premiers d'un chercheur doivent être les autres membres de sa discipline. On écrit d'abord pour ses collègues, sous leur contrôle, et ce ne serait ensuite que dans un second temps que l'on irait dans l'espace public, que l'on sortirait dehors les résultats validés de ses travaux, sous la forme de prise de position, de vulgarisation, etc. La discipline fonctionne à une représentation des rapports entre connaissance et politique animée par une logique temporelle. D'abord, il y a l'accumulation des connaissances dans le champ scientifique, puis dans un second temps, les connaissances sortent vers l'espace public. Dans une conférence prononcée en 2001 qui s'appelait « Les chercheurs et le mouvement social », Pierre Bourdieu exprime ce type de représentation de la vie de chercheur que je veux mettre ici en question. Il écrit ainsi « Il faut, pour être un savant engagé, légitimement engagé, engager un savoir. Or, dit-il, ce savoir ne s'acquiert que dans le travail savant, soumis aux règles de la communauté savante. Il y aurait donc, selon Bourdieu, une forme d'organisation spatiale et temporelle de la vie de chercheur qui doit d'abord s'adresser à ses interlocuteurs légitimes que seraient ses collègues, avant d'aller vers l'espace public. Même Bourdieu va très loin, il dit « Il est tout à fait fondamental de donner la priorité de ce qu'on croit être une découverte à la critique de ses collègues. » Pour moi, l'adoption d'une vision politique des sciences engage une remise en question totale de cette conception. C'est une étrange idée, l'idée de discipline, et de communauté disciplinaire quand on y pense. Cette idée selon laquelle, parce que des gens ont passé les mêmes concours que soi, reçu les mêmes titres que soi, procédure dont tout le monde connaît le caractère arbitraire, injuste et irrationnel, ils devraient former notre horizon mental. Nous devrions collaborer avec eux, discuter avec eux, comme si nous formions quelque chose comme une communauté qui avait des choses à se dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a passé le concours de l'ENS ou reçu un doctorat de sociologie quelque part que j'ai quelque chose à lui dire.
et que je dois le ou le considérer comme faisant partie du même espace que moi. La notion de communauté disciplinaire est aussi par définition une notion dépolitisante qui présuppose la possibilité d'une discussion scientifique autonome. Pour moi, la question de l'interlocution, de l'adresse, n'est pas une question institutionnelle mais politique. Il ne faut pas se demander « est-ce que cet individu fait partie de ma discipline ?» mais « fait-il partie du même projet éthique que moi ?» À quoi sert-il ? Que fait-il objectivement ? Fait-il partie des individus dont l'activité participe au maintien de l'ordre ou de ceux qui contestent l'ordre, qui le mettent en crise, et cela quel que soit son domaine ? Les individus avec lesquels le hasard fait que nous nous retrouvons dans la même discipline ne représentent pas forcément des interlocuteurs. Ça peut être des adversaires, des ennemis. À l'inverse des journalistes, des activistes, des militants, des écrivains, des artistes, des mathématiciens, des avocats, des historiens, qui se reconnaissent dans la même tâche éthique que soi, constitue mon espace légitime d'appartenance et d'interlocution. Si l'on réfléchit à la production suivante du point de vue de son rapport au monde, de son rapport éthique à la critique ou de la reproduction du système, alors on voit que dans chaque discipline, il existe des individus dont les productions sont complices de la reproduction et d'autres qui la mettent en question. Par conséquent, beaucoup de chercheurs avec qui l'on devrait former une communauté apparaissent en réalité comme des adversaires et non pas comme des gens avec qui on discute, mais des gens que l'on combat. Faire comparaître la science devant la société amène donc à reconfigurer notre rapport à l'espèce intellectuelle. Lorsque j'écris, lorsque je produis des analyses, ce n'est pas forcément des autres sociologues ou des autres philosophes que je suis proche et à qui je m'adresse, même si nombre d'entre eux font partie évidemment de cet espace. Mais le critère de rassemblement est différent. Écrire, comme disait Foucault, pour que cela serve. Écrire, comme disait Bourdieu, pour donner des armes. Suppose que mon espace d'interlocution immédiat se définisse par l'ensemble des individus qui, dans leur domaine respectif, cherchent eux aussi à mettre en question le système. C'est avec eux que je me bats contre ceux qui travaillent à la reproduction du système dans leur domaine. Si nous voulons produire une science émancipatrice, il faut donc reconfigurer toute notre perception de l'espace public et intellectuel, la perception des proximités et des distances. Je fais, avant de conclure, une dernière remarque en soulignant un paradoxe dans les représentations qui circulent dans le champ académique contemporain. Je suis très frappé par le fait qu'il existe aujourd'hui un refus assez radical des conceptions pour moi très importantes de rupture épistémologique ou de surplomb qui suppose que le chercheur ait des compétences et des connaissances supérieures à l'individu qu'il étudie. Nombreux sont les courants qui, aujourd'hui, récusent cette conception au nom de la valorisation des compétences critiques des acteurs et des capacités réflexives des agents sociaux. Mais paradoxalement, ce sont souvent les mêmes qui nient la spécificité du savant et qui, en même temps, sont très favorables à l'idée de professionnalisation de la discipline, de frontières disciplinaires, de revues à comité de lecture, etc., de CNU, etc., etc. Il est tout de même paradoxal de mener à ce point une politique hiérarchisante d'un point de vue institutionnel et, dans le même temps, d'un point de vue épistémologique, de nier l'hiérarchie dans les compétences évaluatives et cognitives. Après tout, si tout le monde est chercheur ou dispose des mêmes compétences que les sociologues ou les historiens ou les philosophes, on se demande pourquoi il devrait y avoir des communautés professionnelles et disciplinaires qui organisent des circuits d'évaluation et qui touchent des salaires. On pourrait dire que ma conception est exactement opposée. Je crois qu'il n'y a pas de théorie critique qui ne soit pas une théorie de la rupture épistémologique avec les savoirs spontanés. Mais précisément, cette rupture est épistémologique et donc elle est cognitive et non institutionnelle. C'est un instrument qui permet de dégager des savoirs que l'on adresse ensuite aux militants, aux journalistes, aux activistes, aux autres intellectuels et chercheurs, et qui doivent s'en servir pour se transformer eux-mêmes et agir autrement. Si l'intellectuel et le chercheur doit écrire pour des publics, c'est précisément parce qu'il a quelque chose à leur dire, quelque chose qu'ils ne sauraient pas sans lui. Dans un texte sur la notion d'états généraux, Didier Eribon érige la notion de voix absente comme paradigme des relations entre intellectuels critiques et mouvements sociaux. S'adresser aux mouvements sociaux, dit-il, ce n'est pas se mettre à leur service ou se dissoudre comme intellectuel. C'est au contraire essayer de toujours chercher ce qui est absent dans un mouvement, ce qui n'est pas là, les questions qui ne sont pas posées, les individus qui sont exclus du mouvement. Par conséquent, se poser comme chercheur qui parle au mouvement social et qui veut produire des connaissances critiques, ce n'est pas nier la distance entre savant et militant, mais c'est au contraire la construire et l'affirmer. C'est cette différence, c'est cette capacité à voir des choses auxquelles on ne pense pas spontanément qui est susceptible de radicaliser la contestation sociale. Et donc, dissoudre la notion de communauté disciplinaire
Et affirmer des espaces d'interlocution éthique, ce n'est pas dissoudre la recherche et le savoir, c'est au contraire les affirmer, puisque ce sont eux qui sont adressés au public et que l'idée même d'adresse suppose que l'on ait quelque chose à dire. Conclusion. Faire comparaître la science devant le monde conduit à transformer notre conception de la recherche, de l'écriture et des publics. Cette conception éthique doit influencer le choix de nos objets, de nos manières d'écrire, des modes d'adresse, des supports, etc. Et dans ce cadre, je tiens à dire que je pense que le livre est un médium très important et très efficace, mais on pourra y revenir. J'aurais voulu, pour terminer, parler de la question de la contre-offensive intellectuelle et politique, des médias, de ce que voudrait dire récupérer l'hégémonie intellectuelle aujourd'hui, mais pour être honnête, ma réflexion sur ces questions évolue beaucoup en ce moment. Je ne suis plus trop sûr de moi, et donc je ne voulais pas vous dire des choses soit attendues, soit que je ne pense plus, et nous pourrons en discuter ensuite. Par contre, ce qui est certain, c'est que la production d'une politique émancipatrice suppose que les savoirs critiques circulent, soient utilisés, soient publics. D'où l'importance, bien sûr, d'intervenir dans l'espace public. Et d'ailleurs, une intervention autonome est d'autant plus possible que l'on peut imposer son existence dans l'espace public et aux médias, et les livres sont très importants pour cela. Mais je voudrais pour finir dire que la responsabilité à la construction d'une contre-offensive intellectuelle et politique n'incombe pas seulement aux intellectuels, et on a tendance toujours à tout reprocher aux intellectuels. Cette responsabilité, elle incombe aussi aux militants, aux activistes, aux gouvernants, aux gens dans les partis politiques. C'est à eux de lire, de s'informer, de se mettre au contact de ce qui est d'avant-garde de la théorie pour nourrir leur pratique. En d'autres termes, on ne peut pas toujours tout reprocher aux intellectuels. Le livre est l'instrument nécessaire de la démonstration rigoureuse, exigeante et autonome. Il est tout à fait normal et sain d'y recourir. Les livres sont adressés et pensés comme tels. Ce sont des instruments. Mais ensuite, c'est aussi à ceux à qui ils sont adressés de les lire et de s'en servir. D'où le fait qu'il est essentiel de combattre l'anti-intellectualisme qu'il peut parfois y avoir chez les activistes et les militants politiques. On ne peut pas toujours tout réinventer. Et la condition à la production d'une théorie d'avant-garde suppose, j'en ai conscience, parfois de conserver certains cadres. Et c'est à d'autres ensuite de prendre le relais pour faire œuvre de diffusion et de propagation. Si nous voulons favoriser la réussite d'une contre-offensive intellectuelle et politique demain, ce sont donc ces nouveaux systèmes d'alliance qu'il faut construire et qu'il faut imaginer dès aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.